malgré la destruction, l'un des ports qui peut accueillir ces navires, qui ne font pas loin de 100 km de long. Tous les 2 ou 3 jours, un de ces cargos sous pavillon américain ou norvégien est accueilli au 5e bassin du port de Paris. L'Ocean Liberty est l'un d'eux. Le Liberty Ship est construit dans un chantier naval de la New England Shipbuilding Corporation de l'État du Maine aux États-Unis, dans la ville de Portland. Le cargo Ocean Liberty commence sa carrière fin septembre 1943 sous le nom de Park Holland et navigue avec la compagnie W.J. Rowntree et compagnie de New York. La charge de plusieurs centaines de ces Liberty Ships pèse énormément sur l'économie américaine de fin de guerre. Les Américains décident de les prêter en gérance puis de les céder à des pays amis. Le Park Holland, quant à lui, entre définitivement sous pavillon norvégien en février 1947 sous la dénomination qu'on lui connaîtra, l'Ocean Liberty. Le contexte de l'accident avec la traversée de l'Atlantique. La propriété de la compagnie norvégienne, l'Ocean Liberty part de Baltimore le 5 juillet, chargée de 3330 d'acier, de machines, de lubrifiants, d'objets en bakélite et en celluloïd, de fourrure, de nitrate d'ammonium. Une escale à New York complète de chargement de graisse, peinture, caoutchouc, nœuds et paraffine. Celle-ci est entreposée à proximité des fûts de nitrate d'ammonium en cale numéro 3. Le navire lève l'ancre le 11 juillet et essuie du gros temps, donc en gros une bonne grosse tempête dans l'océan Atlantique. Il arrive à Brest le 23 juillet et se met à quai au 5e bassin du port de commerce. L'Ocean Liberty devait arriver plus tard, après avoir fait escale à Anvers, en Belgique. Une grève des dockers belges contraint le commandant norvégien Erwin Holst à renverser l'itinéraire prévu. L'itinéraire prévu, c'était Anvers, Cherbourg, en Boulogne-sur-Mer, où le nitrate d'ammonium devait débarquer, Le Havre puis Brest. Et donc, il décide de commencer par Brest. Le déchargement débute le 24 juillet. Il fait beau à Brest en ce 28 juillet 1947. La ville n'est pas tout à fait encore remise des séquelles de la guerre, pourtant finie depuis un peu moins de 3 ans. Mais le port fonctionne. L'Ocean Liberty est à quai. À 6 heures, une équipe d'ouvriers dockers commence un shift, une journée de travail de 8 heures, sans pause, en continu. Dans une des cales du bateau. À 9 heures, un fort vent de nord-est plaque le bateau contre le quai. La température à bord monte. Rien d'autre n'est détecté. À 12h25, des manœuvres appelées caliers de la maison Le Braz rapportent une chaleur insupportable dans la cale. Léon Bloch, ponteur de l'équipe, c'est l'homme qui, par des gestes très précis et très spécifiques, guide le grutier pour le décharger. Prévient à bord, stoppe le travail de ses collègues et signale le fait à sa hiérarchie. Il sait qu'à Texas City, une catastrophe a eu lieu à la suite d'explosions de nitrate d'ammonium, qui potentiellement a des fumées très mortelles. Et il voit une épaisse fumée sortir de la cale numéro 3, dont le contenu est destiné au Havre et à Boulogne. Il prévient donc ses collègues, le bord, et stoppe tout. À 12h35, Pierre Jaffredou, 18 ans, intervient sur le bateau avec ses collègues des ponts et chaussées, les pompiers. 10 minutes plus tard, le capitaine de vaisseau, le commandant de la direction du port de la marine, avertit qu'il y a un incendie à bord, fait alerter les pompiers remorqueurs portuaires. Dans son rapport datant du 9 août 1947, le lieutenant commandant du corps des sapeurs-pompiers incendie de Brest signale que dès l'arrivée des véhicules Leyland, il a fait stopper la manière de combattre cet incendie. Du fait d'un risque d'accumulation des gaz à l'intérieur de la coque, il ordonne d'ouvrir les panneaux des cales 2 et 3 et d'enlever les chapeaux des cheminées d'aération. À 13h, sur ordre de l'ingénieur du port, de la Marine nationale, la préfecture maritime, et d'autres responsables portuaires et civils, un plan de sauvegarde est mis en place. Les secours de la marine et des ponts et chaussées, dont dépend le port de commerce, refroidissent, à l'aide du motopompe muni de 4 longs de 70 mm, la partie avant de la cale numéro 1. L'initiative de cet abordage à quai est proposée par Yves Bignon, directeur de la compagnie de remorquage des abeilles portuaires. Elle n'est pas retenue, bien que, de mon avis, ça aurait été une bonne idée. Les remorqueurs de la marine, Porzic qui fait 600 chevaux et Canary qui fait 120 chevaux arrivent sur place.
Au vu du vent nord-est et du gabarit du Liberty Ship, ils sont impuissants. La baie 25 de la compagnie précitée a la capacité d'emmener une telle unité vers le large. Étant station bressoise au mois de mars 47, il rejoint le Havre en été pour intégrer la pointe finistérienne à l'automne. L'équipage quitte donc l'Ocean Liberty et les abords. Le capitaine Holst reste quant à lui près de son cargo. À 13h15, 3 explosions projettent des débris enflammés qui embrasent les dépôts portuaires à proximité. La coque vibre, des bruits sourds sortent de la cale 3. Une fumée noire accompagne les flammes. Le feu est nourri par le gasoil, l'huile, la graisse et autres produits inflammables tels que la peinture et les nitrates d'ammonium stockés parmi ce fameux nitrate d'ammonium. La marée est descendante avec un faible coefficient. Ça n'aide pas vraiment non plus, on va dire. Un sous-officier de l'ADP, un officier donc principal des équipages, est alerté ainsi que le remorqueur Pougastel. Sous la chaleur, la pâture de l'autopompe du service incendie se clôt et aussi. C'est dire à quel point ça chauffe. À 13h30, les autorités en place, dont M. Pigmal, directeur du port, décident de faire sortir le navire en le remorquant vers le large. Le pilote civil se retire. La direction du port, donc la marine, prend le relais. Le Pougastel et le Portsea prennent le Liberty Ship en remorque. Les haussières sont coupées à la hache. Le vent contrarie beaucoup les manœuvres. Le feu situé à l'avant du navire porte des fumées nitreuses mortelles. Nitreuse, c'est le nitrate d'ammonium. Le bateau touche l'angle du quai à chevaux et du troisième éperon. La tentative de sortie par le sud échoue. Le remorquage par l'arrière est compliqué mais se réalise vers la passe est peu profonde et assez étroite. La coque du Liberty Ship est brûlante. Le Rosic vient aider les autres unités. Le lieutenant Raymond Palu du service incendie, par le truchement du sous-préfet de Brest, demande à la police de faire évacuer l'ensemble des ouvriers travaillant sur le port de commerce. Entre 14h et 16h30, un bateau-pont de la marine arrose la zone d'incendie. Les pompiers luttent depuis le quai. Les remorqueurs sont rejoints par une nouvelle unité, le UL-Quat. Le pont sablonné de Samar fait obstacle. Le Liberty Ship talonne, car son tiron d'eau est de 7 mètres et les fonds de son banc ne sont que de 5 mètres. Alors, il me semble qu'un tiron d'eau, c'est ce qui permet à un bateau d'avancer sans trop se frotter en fait au fond marin. Sur 100 mètres encore, le Pougastel déhale l'Ocean Liberty, qui s'échoue définitivement. Le rivage, la ville, les habitants du port et autres employés, les commerces, les gens sur les plages, les enfants en colonie de vacances au château de Kerstiers sont donc directement menacés. Yves Billon propose à nouveau de s'aborder le bateau. Il trouve un volontaire pour emmener près du navire, François Quéré. Ce dernier pilotera la vedette des abeilles et muni de cordeaux détonateurs, ils placeront des explosifs pour percer la coque. Le feu vert ne viendra jamais. Les autorités font venir le patrouilleur côtier Goumier à 15h15, le préfet maritime, le sous-préfet, l'administrateur de l'inscription maritime, l'ingénieur Pigmal, M. Stéphane de l'import-export, M. Ravis, consignateur du Liberty Ship, et le commandant Holst montent à bord de cette unité militaire. Ordre est donné de viser la ligne de flottaison avec des obus d'exercice inertes. De 15h25 à 16h30, à distance de entre 50 à 200 mètres de distance, 19 coups de 76 percutent le cargo, en vain. Alors le Helgoat et le bateau-pompe reviennent à l'abord de l'épave, les pompiers, dont Eugène Lefustec, montent dessus et essaient de neutraliser l'incendie. Sans succès. À environ 16h30, le commandant Holtz, M. Ravis, le commandant du pont du pilotage civil, sollicite Yves Billon. Ce dernier accepte à titre bénévole, demande donc au Helgoat de s'écarter, place une première charge du dynamite. L'explosion ne fait qu'une gerbe d'eau. À 17h, les feux sur les quais sont circonscrits. L'ordre est donné aux pompiers de la marine et des ponts et chaussées de rentrer en casernement. La position du cargo échoué face à l'usine d'engrais chimiques Dior, à l'usine à gaz, aux raffineries de pétrole, inquiète énormément le lieutenant Palu. Tout ce complexe industriel se trouve sous la falaise du bas du château de Kerstiers. Les entrepôts de la CCI sont des baraques en bois où sont stockés des matériaux pour la reconstruction. Une camionnette et une motopompe viennent se placer auprès de ces structures. 7 hommes sont prêts à intervenir. Le Goumier tente, quant à lui, toujours de percer la coque, la carène de l'épave, sans succès. Le préfet maritime donne le signal de retrait du bâtiment au bâtiment. L'intervention dans une zone de 200 mètres
minimum. À 17h15, une deuxième tentative de sabordage du cargo par Bignon et Quéré échoue encore. Ils reviennent vers le navire en feu. Yves Bignon relève son câble électrique en l'enroulant. Le cargo Ocean Liberty explose au final à 17h24. L'onde de choc est perçue jusqu'à Landerneau. C'est vous dire comme quoi ça a été très violent. Le panache de fumée monte jusqu'à 4 km de hauteur. Des milliers de morceaux de navires disloqués retombent sur Brest. Le cœur de la cité brestoise en flammes, des matières en fusion retombent sur le sol, déclenchent de nombreux incendies. 4 à 5 000 immeubles et maisons sont détruits. La rue Jules Guesde et la cité Levaux sont démolies. Le bureau de poste est quant à lui ravagé. De nombreux autres quartiers sont touchés. Toits soufflés, vitres brisées, des installations industrielles certaines à risque sont en feu. Les réservoirs d'essence de la société de pétrole Jupiter, ceux de la rue du Vieux-Saint-Marc, l'usine à gaz, les hangars de la chambre de commerce remplis de nitrite d'ammonium. La cité commerciale avenue Clémenceau est la proie en flammes, elle aussi. La population panique. Le souvenir de la guerre est très récent, moins de 2 ans auparavant. L'explosion passée, un second vent de peur s'abat sur la ville lors de l'annonce de l'incendie de l'usine à gaz. Les Brestois s'empressent sur les routes et à la gare, espérant partir le plus vite possible de la ville et ne pas revivre le traumatisme des bombardements. Le bilan de cet accident fait état de 26 morts, plus de 500 blessés, dont une dizaine dans un état grave, qui sont hospitalisés. Environ 4 à 5 000 habitations sont détruites, de nombreuses habitations sinistrées, toits soufflés, vitres brisées, etc. Des infrastructures sont détruites en partie ou totalement. Pour postes de ravitaillement, des installations industrielles et commerciales sont sinistrées. La cité commerciale de l'avenue Clémenceau, l'usine à gaz, les hangars de la chambre de commerce. La création de la Kevren Sandmark est un baguette qui trouve son origine dans un groupe de collecte de fonds pour les sinistrés de l'explosion du cargo, improvisé à Brest en 1947 par Yann Camus et Pierre Gestin. Après l'explosion du Liberty Ship, le quartier de Saint-Marc à Brest est gravement touché. Plusieurs actions de solidarité se mettent donc en place pour venir en aide aux sinistrés. Yann Camus, son heure de million, organise une tournée finistérienne pour récolter des dons en s'associant au Cercle Celtique de Brest, emmené par Pierre Gestin. La création de la Kevren voit le jour à cette occasion. De cette explosion, de ce drame, en découle de nous une rue et un mémorial. Une rue Yves Bignon existe à Brest. Mais la mention de la plaque de rue n'indique pas les raisons de cet hommage. Cette rue est située entre la rue Poulic alors et les jardins au-dessus du port de commerce dans le quartier de Brest-Centre. C'est en 2011 que la municipalité brestoise décide de compléter cette plaque de rue et en édite une nouvelle, 60 ans après le drame, qui a coûté la vie à l'enseigne de vaisseau et directeur de la compagnie de remorquage des abeilles, Yves Bignon. Ce dernier tentant de saborder le cargo pour éviter qu'il explose dans le banc du quartier Saint-Marc. Les dates de naissance et mort d'Yves Bignon ainsi que la mention explosion de l'Ocean Liberty sont ainsi ajoutées à la plaque de rue. Le 25 juin, la plaque est inaugurée par François Cuyondre, maire de Brest, en présence des familles d'Yves Bignon et de François Quéré. Ce marin qui, en se portant volontaire lui aussi, est mort en sacrifiant sa vie pour essayer d'éviter une explosion plus importante de ce cargo. Il se trouvera au même titre qu'Yves Bignon, honoré par la création d'un espace portant son nom sur le port de commerce en juin 2012. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo un peu plus joyeuse avec un peu moins de catastrophes, je l'espère. Prenez soin de vous et à très bientôt.